Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce troisième rendez-vous de la SBA Île-de-France Smart Home. Troisième rendez-vous où nous continuons à lister les différentes box et solutions du marché. Je mets box bien sûr entre guillemets. Nous avions commencé avec JDOM et Domovea. Le deuxième épisode, pour ceux qui n'étaient pas là, et celui-ci on peut le voir en replay puisqu'il est enregistré, c'était Energisy Connect et Crestron. Et aujourd'hui, nous allons parler de deux solutions un petit peu opposées, et c'est intéressant justement de les associer. Il s'agit de l'IPX 800 et de Control 4. On est en plein dans l'actualité des box, puisque vous l'avez peut-être appris hier, Deltador, qui avait racheté il y a quelques années Live Domus, a annoncé qu'il jetait l'éponge sur cette solution, qui était pourtant une belle solution domotique. Live Domus avait été développé par une équipe française, une équipe lilloise. Les deux raisons, je pense, de l'abandon, c'est le grand écart que faisait Deltador, qui est quand même un spécialiste de la domotique, on va dire traditionnelle. Tout au départ, Deltador, c'était le thermostat. Et puis maintenant, bien sûr, c'est le logement connecté. Mais Live Domus était vraiment une solution style Crestron ou Control 4, très orientée sur les possibilités audiovisuelles. Et je pense que c'était un grand écart pour Deltador pour promouvoir ce produit. Donc, restent bien sûr les deux box que nous passerons en revue prochainement, TDOM et la version 2. Je pense aussi, et ça c'est bon pour toutes les solutions qui sont proposées et que nous listons actuellement, on s'aperçoit que Live Domus était une solution à partir d'une base, ce qu'on appelle un métalangage, puisque ça a été développé en Flex. Et Flex, pour ceux qui le savent, c'est du Flash, une solution qu'Adobe a abandonnée il y a déjà quelques temps. Et effectivement, pour les mises à jour, pour tout ce qui concernait les développements futurs, ça devenait très compliqué pour les équipes de Live Domus. On s'aperçoit donc que les solutions qui sont vraiment développées à partir de langages très basiques comme le C++ ou bien sûr le C++, ont de l'avenir. Celles qui sont développées très rapidement dans des solutions de métalangage sont condamnées à plus ou moins terme, que ce soit des solutions PHP, SQL ou toutes les solutions qui ne s'adressent pas directement au processeur. Alors, je vais donner la parole aux deux piliers de notre SBA Île-de-France Smart Home avant de donner la parole à nos deux interlocuteurs. Je sais que, Alexis, tu es en voiture, mais je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Et sinon, Olivier Granon est avec nous. Je, Olivier. je vais, je vais être un peu plus rapide que les précédentes fois, juste pour faire quelques rappels. Donc, le timing, Pierre-Nicolas en a parlé. On va commencer par parler de l'IPX 800 avec Philippe Roux de la société Domopad. Ensuite, nous aurons Control 4 avec Albert Bouchoucha. J'ai oublié ton nom sur le slide, je suis désolé, de la société Domotizy. Et à la fin de chaque intervention, en fonction du temps qu'on a, on pourra réserver quelques temps pour les questions-réponses. Et puis à la fin, de toute façon, on aura un temps où on laissera la session ouverte pour pouvoir échanger entre nous. Quelques rappels, cette session est ouverte à tous, même si c'est un événement qui est organisé, ça prend du temps par la SBA. Donc, ce choix donc de laisser ouvrir à tous, c'est parce qu'on a envie de partager les connaissances là, que nos experts présenteront. Maintenant, ceux qui veulent aller plus loin, qu'ils n'hésitent pas à nous rejoindre au sein de la SBA, soit ce qui leur permettra d'accéder au replay des webinars et d'accéder à des documents de partage en interne et d'échange. Voilà, je vais passer un peu vite sur la suite. Le timing, on en a un petit peu parlé. C'est notre troisième session. On avait initialement prévu la quatrième avec Live Domus et Google Assistant. On va peut-être revoir notre choix avec l'annonce que vient de faire Deltador. Peut-être que ce n'est pas forcément nécessaire de présenter Live Domus. Peut-être qu'il faudra parler peut-être de la TDOM 2.
Donc, on va voir si on modifie pas un petit peu l'agenda. Bien entendu, il y a plein d'autres solutions qui seront présentées. Donc là, on vous a mis la première prise, mais il y en a plein d'autres qui sont dans les cartons. N'hésitez pas, si vous êtes fabricant, éditeur de solutions, à nous solliciter là-dessus. On l'est assez régulièrement et on essaiera d'ajouter dans le planning la présentation des solutions. Voilà, je vais en rester là. Olivier, si tu as un petit mot à ajouter, n'hésite pas. Et puis après, on laissera la parole à nos experts. Oui, merci Alexis. Bonjour à tous. Je voulais déjà aussi vous parler de l'événement qu'il y a demain, parce que demain, il y a un gros événement au niveau de la SBA Smart Home qui se fait malheureusement virtuel, mais sur lequel il y a plein de sujets intéressants. Donc, j'espère que vous y êtes tous inscrits. Il y a entre autres un débrief du CES qui va être très intéressant, puisque le CES s'est passé en virtuel, mais il s'est quand même passé des choses. Donc, je pense qu'il est pertinent d'être au courant de tout ce qui s'est passé. Et là, on parle de produits, et moi, je voudrais vous parler d'hommes, parce que le métier de domoticien, entre guillemets, d'intégrateur, est un métier que je pense va évoluer. Donc, je voudrais aussi vous amener la réflexion sur des nouveaux métiers comme opérateur numérique de services, qui sont des métiers sur lesquels nous, on est en train de réfléchir et sur lesquels j'envisage aussi de faire des sessions pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui va se transformer dans nos métiers avec l'arrivée des objets connectés et de toutes ces choses, je dirais, un peu sympathiques sur des technologies de demain. Voilà. Pierre-Nicolas, je te laisse reprendre la parole et manager tout ça. Tu as raison, j'allais en dire un tout petit mot, mais tu as raison d'insister sur cette convention que nous organisons demain avec le Midi Libre en direct de Montpellier, virtuellement bien sûr. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de la SBA si vous ne l'avez pas encore fait. Ça démarre à 10 h du matin. Vous avez différentes tables rondes, celle du CES dont tu viens de parler à 10 h, et ensuite une table ronde sur les perspectives du marché en 2021. De 11 h à midi, animé par Emmanuel François, le président de la SBA. Une table ronde sur le numérique et la ville inclusive à 14 h, et une sur les bailleurs sociaux, les syndics de copropriété, les promoteurs, comment intégrer le numérique dans les projets. C'est à 15 h 15 avant la clôture, vers 16 h 20. Et nous aurons comme invité d'honneur le président d'honneur de l'UNSFA, l'Union des architectes, François Pellegrin, qui sera donc le témoin toute cette journée. Et c'est animé par François-Xavier Jolande, vice-président de la SBA, et Hubert Vialat, qui est un journaliste. Alors, je vais donner tout de suite la parole à un ami de la Fédération française de domotique et j'espère bientôt de la SBA qui nous rejoint, qui est un intégrateur qui exploite une solution qui est très intéressante et qui s'appelle l'IPX 800. Donc, Philippe, je te donne la parole. J'aurai l'occasion peut-être de te poser quelques questions au fur et à mesure du déroulé. On ne t'entend pas, Philippe. Bonsoir à tous. Voilà, je t'entends. Par contre, au niveau partage, il me demande en fait ce que je ne peux pas démarrer. En fait, Alexis, si tu peux couper ton partage afin que Philippe puisse reprendre la main. Voilà. Alors, Philippe, vous voyez mon écran? Pour l'instant, on te voit toi. On me voit moi. Alors, attends. Alors, bouge pas. Génial. Alors, attends, est-ce que j'ai un problème? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Voilà, pendant que Philippe est en train de partager son écran, pourtant nous avons fait un essai il n'y a pas très longtemps, juste avant le début de cette présentation, et ça fonctionnait très bien. Oui, alors attends, bouge pas, hop, je fais ça, je fais Voilà. ça. On voit, et nous y sommes. Si tu passes en plein écran sur ta présentation. Ouais, je vais y arriver, hop, et on va
passer en mode diaporama. Ça devrait être bon là. C'est le cas? Oui, sauf qu'on voit la diapo suivante. Là, Alors, c'est pas le bon version, écran. Alors, attends, bouge tu es en pas. version chef d'orchestre. Ouais, alors attends, on va se mettre là. Est-ce que cette fois-ci c'est bon? Voilà, c'est parfait. Bon, eh ben, finalement on y arrive. Bon, donc, cette solution qui est française, Cocorico. oui, oui. Oui. Alors, donc voilà, donc moi je vais vous présenter en fait une solution que je connais depuis 2012, puisque moi je suis rentré dans le métier d'intégrateur domotique en 2012 et j'ai d'entrée adopté les produits GCE électroniques qui ont toujours été la colonne vertébrale de mes installations et je ne l'ai jamais regretté. Donc voilà, donc GCE, voilà, GCE. En fait, c'est une société française, ce qui est quand même important, basée en Nantes, qui est spécialisée dans le marché électronique. Donc, en fait, c'est un ingénieur électronicien qui l'a créé en 2009. Ce qui explique aussi que c'est des produits qui sont très aboutis du point de vue électronique et qui sont extrêmement robustes. C'est une entreprise qui est à taille humaine, il y a à peu près une dizaine de personnes. Et alors, c'est quelque chose qui est notable. En fait, GCE possède ses propres outils de production. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toutes les lignes d'assemblage d'électronique. On part du pick and place, du chip and trooper, enfin, de tous les appareils qui permettent de poser des composants sur un PCB. Aujourd'hui, il y a très peu d'entreprises qui ont conservé ces outils de production. Alors, moi, j'ai choisi en fait de vous montrer une installation un peu atypique, parce que j'ai fait des installations avec du GCE où j'utilisais la totalité en fait des possibilités du monde GCE, parce qu'on m'avait demandé de faire de la domotique. Et là, je vais vous présenter en fait une solution un peu spéciale, puisqu'en fait, on m'avait demandé de faire tout sauf de la domotique. Et en fait, on est rentré sur cette installation-là parce qu'on avait un problème de fond, c'est-à-dire que le client avait des besoins qui n'étaient pas de la domotique, mais il avait néanmoins des demandes qui ne pouvaient être remplies que par la domotique. Et c'est parce que l'électricien, alors en fait, le contexte, c'était une construction neuve dans une maison secondaire en Corse. Alors en fait, un grand espace, il y avait 1 hectare, 5 bâtiments, un éclairage intérieur-extérieur conçu par un éclairagiste avec énormément de luminaires d'ambiance, avec des bandeaux LED, du blanc chaud, blanc froid. En fait, il avait scénarisé un peu notamment l'extérieur. Je me souviens, il disait c'est pas la foire du trône, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait une recherche sur la température de couleur pour pas effectivement, et quand on voyait le jardin, bon voilà, on avait eu des couleurs homogènes, vraiment une ambiance lumineuse. Donc en fait, une installation assez poussée en termes d'éclairage. Et donc de fait, en fait, une problématique de fait demandée par le client, c'était une centralisation de ses commandes pour pouvoir piloter l'ensemble de ces éclairages extérieurs et une mémorisation des ambiances lumineuses pour pouvoir en fait rappeler des ambiances. En fait, c'est un peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Ton client voulait de la domotique. Voilà. Alors, dire que c'était de la domotique, puisque la domotique, c'est quand même ça, c'est créer des scénarios, c'est centraliser ses éclairages et c'est piloter sur une tablette, quoi. Voilà. Alors, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'était en fait un électricien qui réalisait l'installation. Il a demandé à l'électricien de faire ce pilotage-là centralisé, de façon très simple. Et c'est vrai que là, on est quand même sur un système qui est quand même relativement complexe. L'électricien ne sachant pas répondre, effectivement, on est monté et j'ai été contacté pour justement en fait, essayer de répondre à ce besoin-là. Alors, en fait, la demande, elle était à l'origine pas du tout de la domotique. D'ailleurs, en fait, j'ai eu un premier quart d'heure assez difficile pour le convaincre de m'écouter, parce que quand on lui a dit domoticien, il a dit c'est pas ce que j'ai demandé, parce qu'il avait été échaudé par ses précédentes expériences. C'est pas ce qu'il voulait. Il voulait en fait qu'on s'en tienne à ses besoins. Alors, les luminaires et les boutons, ils s'étaient répartis sur 5 bâtiments. Donc, il avait effectivement une demande limitée à ce besoin-là et pas obligatoirement une vision plus globale de pilotage.
Le système doit être robuste, supporter des coupures électriques et des coupures réseau Internet. On est en Corse, je me suis rendu compte que ça soit l'alimentation électrique ou le réseau, ce n'est pas le continent, il y a beaucoup de coupures. Ouais, et puis c'est explosif, quoi. Pardon? C'est explosif. Et voilà, ça doit l'être par ça. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est une résidence ou c'est du tertiaire? Non, c'est une résidence secondaire. D'accord. Il vit à Paris et il veut pouvoir se confiner dans de bonnes conditions, dans un endroit sympathique. Donc, donc le système devait être indépendant. Alexis ou Olivier, vous pouvez désactiver les micros. Ah, c'est mieux, voilà. Alors, donc, le système, donc, évidemment, doit être indépendant des ressources du cloud. Les bâtiments étaient semi-enterrés. Donc, en fait, une solution radio, c'était difficilement envisageable. Et le système devait pouvoir être déployé par l'électricien qui était sur le chantier. Donc, on conservait, en fait, l'électricien. Donc, alors, en fait, Domopad a démarré par faire une étude rémunérée pour effectivement étudier quelle était la meilleure solution dans ce cas de figure. Et tout de suite, on a vu que, en fait, on pouvait. L'intérêt, c'était de déployer un réseau IP professionnel, type Ubiquiti, sur l'ensemble du domaine. Ne serait-ce que déjà, il y avait un besoin de fait pour le client de pouvoir être connecté, pouvoir consulter, et ça sur l'ensemble de sa propriété. Donc, en fait, déployer un réseau IP, c'était déjà quelque chose qui était nécessaire au-delà des demandes spécifiques. À partir du moment où ce réseau IP était déployé, qui n'avait rien à voir avec la domotique ou ce qu'on proposait, c'est d'utiliser en fait des automates de type IPX 800V4 pour les répartir dans l'ensemble des bâtiments et comme ça créer effectivement un pilotage centralisé basé sur de l'IP. Il y avait beaucoup de pilotage en variation en bandeau LED. Le monde GCE a des modules extrêmement compétitifs en PWM, en dimmer pour cela. Il y avait des interrupteurs, choses comme ça qu'on pouvait récupérer assez facilement avec du contact sec sur des X24D. Et le fait d'avoir, je ne sais plus, 7 ou 8 IPX-V4 faisait qu'on avait besoin d'une box de centralisation, parce qu'en fait, l'IPX-V4, ça reste un automate. Et dès qu'on a beaucoup d'automates, c'est bien d'avoir une interface plus globale. Et donc, on a utilisé une JDOM pour avoir cette interface utilisateur et mémoriser les ambiances lumineuses. Alors, je sais que ta présentation est très complète. Fais attention au temps. Oui, alors je vais accélérer un peu. Voilà. Donc, la réalisation. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est que le système, on a fait un système complet. Donc, on a préconfiguré le réseau et les modules GCE entièrement. Donc, on les a montés dans l'entreprise, on les a testés. Ça a pris une semaine. On les a étiquetés et on les a envoyés par la poste. On a quand même fait tout ça à distance. Et chaque tableau a été accompagné d'une fiche plastifiée pour pouvoir aider l'électricien dans la mise en œuvre. Et la mise en service a été faite au fur et à mesure qu'on mettait en place les luminaires. À distance, on était capable au fur et à mesure de s'assurer que le câblage était bon, sachant qu'on a eu d'entrée un système réseau plus tous les IPX d'entrée fonctionnelle. Les interfaces, juste pour vous donner une idée, donc les interfaces natives IPX, c'est celles qui sont naturellement fournies à travers des web serveurs par l'IPX qu'on voit à gauche. Alors, oui, précise-le, dans l'IPX, qui est une boîte d'entrée-sortie, qui gère… C'est un automate. C'est un automate. Il y a un web serveur intégré. Voilà, il y a un web serveur intégré qui sert aussi bien à la configuration qu'à l'interface utilisateur. Donc, effectivement, c'est un outil qui est très puissant dans le cas de la configuration. Quand on parle d'interface utilisateur et qu'on a pas mal d'IPX, il est plus facile finalement d'utiliser une box. Alors là, par exemple, dans ce cas-là, on avait utilisé une box JDOM qui, elle, va centraliser et donner une vision globale, mais qui est vraiment dédiée au client et qui permet justement de faciliter et la mémorisation des ambiances et l'interface client
Sachant que nous, on travaillé dans le cadre de la mise en œuvre, on travaille évidemment avec les interfaces natives IPX pour vérifier et monter le système. D'accord. La partie JDOM ne te sert qu'à, en gros, donner une supervision au client de Voilà. l'ensemble des IPX, parce que ça n'existe pas chez IPX, il n'y a pas de gestion de maître-esclave, c'est ça? Et puis surtout de créer des scénarios. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, comme chaque automate a son propre web server, si on veut commencer à se dire, on a 8 contrôleurs avec 8 web servers, ça veut dire qu'il faudrait naviguer sur 8 pages différentes. Et là, on voit que ça commence à être compliqué de donner une vision claire et centralisée au client. Donc, on avait besoin absolument d'un chef d'orchestre, d'une couche supérieure, qui est juste là pour donner une vision. Elle ne participe pas au fonctionnement, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de latence. Voilà, on est vraiment dans un système qui est robuste. Alors, voilà, pour la mise en service, le bilan, pour les intégrateurs, on a eu 5 jours de préconfiguration, c'est-à-dire que pendant 5 jours, j'ai un méga qui a monté le système dans l'entreprise, sur les murs. On a mis tout le réseau, donc Ubiquiti plus tous les IPX avec tous les éléments, testés en mettant des ampoules, en vérifiant tout, réétiquetés et renvoyés. La mise en service chez le client, on a eu à peu près 3 jours d'installation accompagné l'électricien pour la mise en place des modules, sachant qu'en fait, l'électricien ne câblait que les courants forts, tous les courants faibles étaient pré-câblés sur des bornes Vago. Il n'a eu à aucun moment à câbler un 12 volts ou une entrée digitale. Il était uniquement sur le câblage des luminaires sur les sorties relais des IPX. Et on a fait une mise en service à distance, puisqu'on n'est pas allé en Corse, et étalé sur plusieurs mois. Alors, l'écosystème GCE. L'écosystème GCE, c'est en fait un système qui est modulaire et qui s'installe sur des riding. Donc, je vous disais, ce n'est pas une box domotique, c'est un automate IP. En fait, c'est le bras armé de la box. C'est-à-dire qu'en fait, une box, on en voit plein, mais la plupart du temps, ça reste assez virtuel. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'agit pas, ça n'écoute pas. Il faut toujours quelque chose en plus. Un IPX, c'est un système qui est autonome et qui permet d'agir, d'écouter. C'est vraiment la meilleure moyen d'agir de façon rapide, sans latence et robuste sur l'environnement. Bon, par contre, effectivement, comme du coup on les multiplie, on a à un moment ou l'autre besoin effectivement d'une box pour avoir une vision globale, parce qu'on est sur une solution industrielle distribuée et non centralisée. Donc, il y a un moment, il faut quand même un élément centralisateur. Pierre-Nicolas, je reviens par rapport à ce que tu disais. Il y a aussi l'aspect sécurité. C'est-à-dire que la JDOM nous permet aussi de sécuriser, de passer en HTTPS, d'avoir une liaison sécurisée, de ne pas mettre les IPX directement sur le net. Le contrôleur, alors le contrôleur, c'est le contrôleur mythique. Enfin, il y a eu le V3 puis le V4, c'est celui qui permet derrière de rajouter tous les modules. Voilà, donc on voit d'entrée, on a déjà 8 entrées digitales, 8 sorties relais, 4 entrées analogiques. C'est l'élément de base qu'on met en premier. En général, on en met au minimum 1 par tableau électrique, parfois même plus. On n'hésite pas à les multiplier. Ce n'est pas des éléments qui sont très chers, c'est ça l'intérêt. Et on a des systèmes extrêmement réactifs, extrêmement robustes, sans aucune latence. Voilà, si on n'hésite pas à en mettre plusieurs, on évite de trop les charger. Après, il y a tout un système modulaire qui fait qu'on peut contrôler des volets. On a tout un système de pilotage à variation avec des cadeaux PWM, des dimmers, le DMX, tout ce qui est fil pilote, des mesures de courant, les sorties 0,10 volts. Après, même pour les piscines, on a des systèmes extrêmement complets pour piloter les piscines, mesure de température. Donc, on voit c'est un système qui est extrêmement évolutif et modulaire. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien avoir installé, au bout de 2 ans, rajouter un module et offrir des possibilités supplémentaires aux clients. Le gros intérêt, parce qu'on est quand même sur un système distribué IP, c'est qu'en fait, l'IPX V4 possède tous les outils pour monitorer un réseau IP, à tel point qu'aujourd'hui, moi, la première chose que je fais dans une installation, quelle qu'elle soit, je mets un IPX. Pourquoi? Parce que l'IPX, c'est le truc qui ne marche pas tout le temps. Je vais pouvoir récupérer, qui va pouvoir, par exemple, redémarrer une box Internet, une JDOM. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment le système qui me permet, à distance, de garder toujours la main sur une installation à distance et de la surveiller.
Donc, on voit, on a des solutions de ping watchdog, on a du DNS, on a des get et post qui nous permet d'envoyer des emails quand on voit quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui nous permet derrière de fournir des prestations avec des contrats de maintenance à distance sans se déplacer, avec de très bons résultats et avec des coûts minimes. Donc, finalement, tout le monde est gagnant. Le client, il a une installation qui fonctionne et nous, on est à distance, on arrive finalement à la maintenir sans trop de problèmes. L'interface de configuration, là, on est sur un web server, ça veut dire qu'on n'a pas d'outils. Ça veut dire qu'à distance, et c'est ça qui est génial, à distance, on suffit de se connecter sur un IPX pour effectivement aller changer la totalité de sa configuration. Il n'y a pas besoin d'avoir un Windows sur place ou n'importe quel outil pour faire tourner un utilitaire qui va lui-même configurer. La configuration se fait que par web server. Donc quelque chose qui marche très très bien, qui est très très adapté à la gestion à distance. Par contre, alors voilà l'interface utilisateur. Donc l'interface utilisateur à droite, c'est minimaliste quand on l'utilise que pour des besoins d'intégration. Si on a un seul IPX et que les besoins on peut très bien garder l'interface utilisateur IPX et ne pas proposer de box. Ça dépend vraiment de la taille du système. Alors les scénarios, alors savoir qu'en fait chaque interaction, chaque règle en fait est régie par un scénario. Donc on voit ces scénarios, c'est des blocs qu'on glisse et qu'on dépose. C'est assez puissant. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas de vision globale. Donc en fait, il faut absolument être méthodique. Et globalement, en fait, on crée une spécification. Et à partir de cette spécification, une fois qu'on les complète, on s'attaque en une fois à la configuration de l'ensemble des IPX. Parce qu'après, c'est très difficile après de débugger. Il faut absolument toujours avoir un fichier, une spécification qui donne une vision globale. Donc là, vous avez par exemple un scénario d'appui simple. Okay, là, par exemple, si je prends le cas d'un système un peu plus évolué où un appui court, un double appui, un appui long, ben voilà, on va créer 2 sorties virtuelles en plus du relais. On va créer 4 scénarios et on va créer un premier scénario pour gérer les virtuels. Et puis, on va avoir 3 autres scénarios pour gérer les 3 cas de figure qui sont appui court, appui long, double appui. On voit que bon, c'est très puissant, mais quand on commence à avoir beaucoup de scénarios, on peut en avoir jusqu'à 255 par IPX, c'est bien d'avoir une spécification parce que c'est très difficile d'avoir une vision globale pour en fait chercher s'il y a un souci ou simplement modifier une installation à la demande du client. Est-ce qu'une centrale IPX peut donner un ordre à une autre centrale IPX ou pas du tout? Oui, c'est en fait le gros avantage de l'IPX, c'est du full IP et en fait, il travaille en push et en pull. Et en fait, le gros intérêt, c'est que surtout, il travaille en pull, c'est-à-dire qu'en fait, l'IPX, à partir du moment où quelque chose lui arrive, un event, il l'informe. Et ça veut dire que les box, les displays, en fait, reçoivent des informations, des IPX, qui en permanence peuvent mettre à jour des virtuels, par exemple dans une JDOM. Donc, on a un système extrêmement réactif qui ne charge pas le réseau, puisqu'on n'est pas en train de faire du polling sur des informations. On reçoit l'information, un peu comme du MQTT pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc depuis 2012, on est un peu dans ce cas de figure où, en fait, comme on pousse, et donc chaque IPX peut pousser l'information vers un autre IPX ou vers d'autres écosystèmes. Est-ce que tu as déjà donné la main à un utilisateur pour qu'il puisse créer ces scénarios ou modifier des scénarios, ou tu préfères ne pas le faire? Alors oui, en fait, c'est à la carte. En fait, on voit qu'on a toute une palette d'utilisateurs, des utilisateurs qui disent moi, je n'y comprends rien, ce n'est pas mon métier, je veux vous occuper de tout, je ne veux rien savoir. Et là, on va lui donner de la JDOM et encore, même l'agenda, on va l'aider à le faire. Et puis, de l'autre côté, il y a des gens qui ont l'habitude du numérique. Et souvent, on voit, ils commencent à jouer avec la JDOM, avec l'IPX, et puis ils peuvent rentrer. Donc, ça dépend vraiment de l'investissement du client et de ses connaissances en numérique. Après, je dois avouer que c'est assez rare, parce qu'en fait, il faut quand même un gros investissement. On est quand même sur les couches basses. Et souvent, en fait, ce qu'on fournit, nous, c'est de l'IPX avec une JDOM et des virtuels préconfigurés. Et après, le client, lui, il joue au niveau de la JDOM. Il a tout son niveau environnement IPX a été virtualisé par avance. Et auquel cas, il n'a plus qu'à jouer avec des objets. C'est quand même beaucoup plus simple pour le client.
Il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, Cette grille de critères, elle est intéressante parce que, vous le savez, à la SBA, nous avons édité quelque chose qui s'appelle R2S Connect. Et, il y a un certain nombre de critères. Alors, on ne peut pas tous les lister là. Et puis, mais le but, c'est vraiment d'essayer de se dire qu'est-ce qui rentre dans les cases, qu'est-ce qui ne rentre pas dans les cases. Et quand on fera notre benchmark, puisqu'on a prévu de faire un benchmark beaucoup moins technique, là, on est quand même, ça intéresse bien sûr des fournisseurs, des industriels, etc. Mais on est quand même un peu pointu dans la technique. Et on fera quelque chose d'un peu plus vulgarisation une fois par trimestre. Donc, c'est intéressant que tu nous donnes justement cette voilà, grille. donc, alors cette grille de critères, en fait, effectivement, est extrêmement intéressante parce que, en tant qu'intégrateur, tous ensemble, hein, on est tous finalement, comme on dit, à portée d'engueulade, voilà, quand ça ne va pas. Et donc, on subit des solutions qui sont mal terminées, dépendantes du cloud, qui disparaissent, ça n'arrête pas. Et finalement, c'est toujours nous qui avons fait les promesses aux clients et qui devons les tenir. Donc, c'est important que la SBA ait effectivement lissé ces critères. Plus ces critères, moi je considère, plus ces critères sont suivis, moins l'intégrateur prend du risque sur le long terme. Parce que moi, en ayant créé 2012, aujourd'hui, je me rends compte que finalement, ce qui compte, ce n'est pas ce que je fais. Ce que j'ai fait il y a 4-5 ans compte autant que ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que on prend une responsabilité à domotiser des maisons énormes avec des entrées-sorties. C'est quand même bien de pouvoir les conserver en vie, fonctionnelles, parce qu'elles ne s'arrêtent pas, parce que les gens continuent à vivre dedans. Et c'est parfois la difficulté. Et c'est là, au fur et à mesure, où on se rend compte qu'il y a des technologies qu'on arrête parce qu'elles sont trop difficiles à maintenir dans le temps. Et on les bascule. Et moi, aujourd'hui, il y a beaucoup d'installations, alors de fait, avec Zodianet, choses comme ça, qu'on a basculé en JDOM, et beaucoup qui on a repassé en filaire. Tout ce qu'on a pu avoir en Z-Wave ou en CPL, on les a globalement repassés en filaire avec de l'IPX. Parce que sur le long terme, on avait du mal à maintenir des solutions trop fragiles. Alors, les critères SBA ne nécessitent pas de connexion Internet pour la configuration. C'est le cas. Donc, par contre, préconfiguration recommandée. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire à distance, enfin, on peut le faire assez facilement, qu'il ne faut pas le préparer en avance. Nécessite pas une connexion Internet pour l'utilisation. Effectivement, l'IPX est totalement autonome. Nécessite pas de cloud du fabricant. Non, il n'y a aucun cloud. Par contre, effectivement, à partir du moment où il n'y a pas de cloud, il y a besoin d'un paramétrage du réseau local, il y a besoin de connaissances de l'IP voilà, minimum, et même parfois plutôt maximum. Mais ça, c'est la rançon. C'est-à-dire que le cloud, ça permet de faire des choses qui sont plug and play. Donc, ça évite le paramétrage du réseau local, donc d'éviter d'avoir des connaissances ou d'aller trop loin. Par contre, on devient dépendant d'un cloud. Quand le cloud disparaît ou quand il n'y a plus de connexion Internet, on paie finalement le travail qu'on n'a pas fait en paramétrant en réseau local. Quand on a paramétré le réseau local, tout peut disparaître, toutes les connexions peuvent disparaître. Finalement, le système continue à fonctionner. La reconfiguration des installations. Parce qu'il reste très peu de temps, je pense que tout le monde est en train de lire les critères qui sont validés ou pas validés. Juste ce qui est là aussi est non, peut-être, l'ajout de nouveaux équipements ne nécessite pas l'intervention d'un professionnel. Si, moi je considère que l'IPX 800 nécessite l'intervention d'un professionnel parce qu'on est dans le tableau électrique. Oui. Il y a on fait très attention à la manière dont on câble les tableaux. On a des codes couleurs. On mélange du 12 volts, des faits de tension avec du 220. Une erreur peut être gravissime, alors, et pour le matériel et même pour les utilisateurs. Donc, je considère que à partir du moment où on est dans le tableau électrique, on ne peut pas considérer que ça soit quand même du si grand public que ça. OK. Il nous reste des slides. Ah voilà, oui, c'est ça que je voulais. Voilà. Non, une interface préconfigurée générale. Alors, en fait, une installation, tu vas faire en KNX avec des modules, pareil, tu aurais été dans un standard qui a 30 ans. La grande différence avec ce que tu as fait, c'est en termes de coûts. Effectivement, on est dans des coûts. Alors, les coûts, justement, moi, je fais toujours les petits. C'est comme ça que je fais les coûts parce qu'aujourd'hui, moi, je fais souvent des grosses installations, 300 à 1000 points, 1000 entrées-sorties. Parce qu'effectivement, avec des solutions comme ça, on peut avoir une vision globale, partir des usages et dire on va avoir la totalité du contrôle. Parce que quand on contrôle tout, ça change tout. Ce que je disais dans une autobus, si vous ne contrôlez pas la portière arrière droite, finalement, vous n'avez rien contrôlé et vous n'avez aucun service. Il faut tout contrôler, y compris la lumière dans la cave.
Et donc, du coup, on se retrouve souvent avec des problématiques sur le prix des interrupteurs, sur le prix des relais. Et aujourd'hui, avec le monde IPX, on est sur un coût au point à 8 € l'entrée-sortie, même 7 € pour du V3. Donc aujourd'hui, ça veut dire que le matériel, ce n'est pas le problème. C'est pour ça d'ailleurs moi je prévois beaucoup de relais supplémentaires. Je ne charge jamais mes contrôleurs ou mes relais, mes modules, le module. Je n'hésite pas à multiplier parce que en fait, je pars du principe que ce qu'il faut, c'est que ça soit robuste, parce que ce qui coûte cher, c'est les allers-retours, c'est les dysfonctionnements. Et vouloir économiser un relais à 8 € pour derrière se prendre 2 allers-retours parce qu'il y avait quelque chose qui ne marche pas, et ben finalement, on a largement perdu ces 8 €. Pour comparer avec le KNX, l'entrée-sortie est autour de 50 €, la variation une centaine d'euros. Voilà. Donc, on voit qu'on est un tarif qui est différent. Bon, voilà. Alors, attention, ça c'est le prix. Ça ne nous empêche pas de vendre l'entrée-sortie à 50 € parce qu'en fait, derrière, il y a quand même un tas important. C'est une brique, comme un maçon, c'est pas un mur. Donc, ça veut dire que globalement, il y a quand même du travail derrière, plus que sur d'autres installations. Il y a un peu plus de travail d'intégration, il y a un peu plus de temps. On ne fait pas une installation IPX en une journée. On n'arrive pas le matin et on ne repart pas le soir. On est toujours sur du temps beaucoup plus long. Donc, en fait, ton installation en Corse pendant le Covid ou c'était avant, après? Non, c'était avant. C'était avant. Bilan, je vais aller rapide. Alors, les contrats d'entretien. Du coup, moi, avec les IPX, les contrats d'entretien, ils sont relativement, ils sont en général proposés, retenus, et avec des solutions IPX filaires, on le voit, on a des installations qui globalement nous prennent peu de temps, hein, puisqu'on est sans pile, sans radio, donc globalement on évite beaucoup de problèmes sur le long terme. Sur les défaillances, parce qu'en fait, on a échangé avec d'autres intégrateurs et on voit qu'il y a des solutions qui, sur le temps long, on voit que des relais lâchent et finalement, c'est quand même embêtant d'être obligé régulièrement de changer des relais. Moi, si je fais le bilan, j'ai eu, je dirais, 3 relais défaillants sur plusieurs milliers de relais. On voit quand même que c'est une solution robuste faite par un électronicien. Les automates, j'en ai eu 3 de cassés. Globalement, fuite d'eau, connecteur cassé, ils sont pour rien. J'ai eu un bus HS. Donc, on voit qu'en fait, c'est des défaillances qui sont minimales. Et juste pour info, moi, des relais, s'il y a un relais qui lâche, parce qu'on sait que quand on commande des LED, on n'est pas à l'abri qu'un relais colle, c'est comme ça, il suffit de passer sur un relais libre, si on a prévu un peu, et derrière, on est reparti pour 3-4 ans. Et sachant que voilà, les taux de défaillance est relativement faible, donc globalement, on va tenir largement la durée de vie de la maison sans obligatoirement changer les calculateurs toutes les 5 minutes. Voilà. Les plus, alors rapide, je ne sais pas combien il me reste. 2 minutes. Donc, 2 minutes. Donc, rapport achat-prix de vente qui est extrêmement intéressant. Du coup, ça rémunère notre temps. Hein, on rémunère notre temps d'intégrateur et on ne donne pas tout aux fabricants du matériel, ce qui n'est quand même pas anecdotique. C'est un système avec très bon rapport qualité-prix, robuste, rapide, pas de latence, ça c'est important. Hein, quand on a un interrupteur sur GCE, on ne voit pas la différence. On ne sait pas qu'il est piloté. C'est ouvert, évolutif. Alors, on le voit, il est même sur des grosses installations, souvent on voit compatibilité IPX 800. Donc on sait qu'on peut toujours finalement le rattacher à un écosystème. Supervision système est facile et contrat d'entretien très vite rentable. Les moins, câblage en étoile, c'est-à-dire qu'en fait c'est une solution qui est bien, mais alors rénovation lourde ou du neuf, très difficile à installer dans de bonnes conditions sur de la rénovation légère. Prend beaucoup de place dans le tableau. Donc il faut de la place. L'autonomie du client limitée, ce qu'on disait, même avec JDOM, il y a très peu de clients qui sont capables d'aller changer un scénario dans un IPX sur une grosse install. Ça demande quand même pas mal de s'investir pas mal. On va expliquer à un client if then else, ce que ça veut dire. Bon, c'est du langage informatique et le client est pas là pour ça, quoi. Voilà. Et en fait, en général, puis on est sur les codes. Nous, on a une codification des interrupteurs comme ça, donc on est quand même sur du bas niveau. C'est comme dire à un client d'aller dans le code, aller modifier pour ajouter une fonctionnalité. C'est quand même pas. Et ça justifie notre travail d'intégrateur, comme le paramétrage réseau, comme finalement comme le contrat d'entretien. Hein.
Alors, dans les moins, pas de logique de fonctionnement entre les modules et les mêmes générations, il y a quand même un investissement. C'est pas parce qu'on maîtrise le V4 que le V3 qu'on a maîtrisé le V4, c'est pas parce qu'on maîtrise le V4 qu'on maîtrise un autre élément de l'IP de device. Enfin, voilà, donc toujours tester, valider, ça me familiariser 2-3 mois avec le produit avant d'aller le proposer au client. Pas de gestion de parc native, il faut le développer en interne. Pas d'interface de supervision ni de vision globale, il faut avoir une méthodologie. Pas de sécurisation HTTPS, donc en fait, il faut soit mettre un reverse proxy, soit mettre une box domotique de type JDOM. Pas de lock interne, donc en fait, il faut se les faire soi-même. Pas de forçage manuel des sorties. Nous, ce qu'on commence toujours, c'est l'IPX avant de travailler, on met le 12 volts et on met le réseau. Globalement, tant qu'on n'a pas l'IP, tant qu'on n'a pas l'alimentation et l'IP, on peut difficilement aller plus loin sur ce qui est à la limite pas plus mal. Ça oblige finalement à avoir un réseau impeccable. Et ce réseau impeccable qu'on fournit aux clients, on ne fournit pas de la domotique, on fournit du réseau. Ça veut dire que quand on fait le coût de la domotique, moi je dis toujours, le coût de la domotique, ce n'est pas le coût du réseau. Toute la partie ubiquity, je la sors. Parce qu'en fait, ce réseau-là, il en a besoin. Elle lui sert à tous les jours à visualiser ses films, à avoir être capable d'avoir en permanence, avec son iPhone, une bonne réception, où qu'il soit, dans la cave, au fond du jardin. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la domotique. Et ça veut dire que quand on fait le coût de la domotique, des fois, on se rend compte que la domotique est même moins chère parfois que le réseau qu'on installe. Il faut dire pour finir aussi que c'est une solution de domotique traditionnelle. Ce n'est pas fait pour piloter de l'audiovisuel. C'est pas fait non, pour… tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et on le voit, c'est pour souvent les demandes viennent… La gestion d'ouvrant, de la gestion d'éclairage, éventuellement de la gestion de chauffage. Oui. On est sur du pilotage. En fait, on est sur du demande de pilotage. En fait, mes clients ne sont pas des clients qui font l'audiovisuel. Ce sont des gens qui sont plus une logique de contrôle, mais du contrôle domotique et absolument pas de l'audio-vidéo. Parce que c'est vrai que l'audio-vidéo, l'IPX n'a pas sa place. Enfin, en tout cas, il ne gère pas ni l'audio ni le vidéo. Retour du client après un an d'utilisation. Formalisation de modification facile. En fait, on a beaucoup travaillé à travers l'étude sur ce qu'on appelle la revue des usages, c'est-à-dire formaliser son besoin. À partir de là, une fois qu'on a bien codé, il est très facile à distance de dire on veut changer l'affectation d'un interrupteur sur un luminaire plutôt qu'un autre, parce qu'on parle tous le même langage, parce qu'à un moment, on a tous travaillé sur les mêmes plans. Par contre, les modifications restent complexes pour le client. La JDOM, il est sur les virtuels, il peut. Dès qu'on veut aller descendre sur l'IPX, il faut modifier les virtuels de la JDOM. On commence à être à limite. Du coup, on a un contrat d'entretien avec voilà. Et aujourd'hui, on discute de piloter le chauffage, de gérer les accès, la gestion de piscine, ce qui n'était absolument pas envisageable il y a encore 2 ans. Hein. Ok. Écoute, Philippe, merci beaucoup pour cette présentation qui est très complète sur un produit que certains domoticiens peuvent utiliser même en complément des installations qu'ils font traditionnellement. Je vais t'avouer que moi qui fais beaucoup de KNX et de systèmes évolués, j'utilise l'IPX ne serait-ce que par exemple pour rebooter des box, rebooter des appareils qui ont besoin à distance d'être coupés parce que effectivement, quand tu es dans ton lit et que tu as un produit qui tombe en panne, tu n'as pas envie de descendre dans ta baie technique ou de descendre dans ton tableau pour le rebooter. Le Watchdog fonctionne très, très bien. Oui. J'utilise ce produit en complément de voilà, mes c'est un moniteur de réseau IP. C'est-à-dire que dès qu'on veut faire de l'IP, la première chose, c'est on en met un et déjà, on arrive à maîtriser ce qui se passe et se donner un outil. J'ai quasiment un IPX sur toutes mes installations et c'est vrai que je suis à un taux de panne de 0. Voilà, donc, voilà, donc vraiment un produit qui est bien fait pour ce qu'il sait faire. Voilà. Donc, Philippe, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Je pense que tu resteras avec nous pour la suite. Je vais te demander de ne plus partager ton écran puisque je vais demander tout de suite à Albert de nous présenter Contrôle Fort, qui est une solution… On peut prendre quelques questions, non, avant de passer à la suite, non? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai eu des questions sur le chat, je les ai posées. Je préfère qu'on les garde pour la suite, puisque toutes les questions que j'ai eues, à peu près, on a eu les réponses. Si tu ne nous as pas donné le coût global de cette installation en Corse, qu'est-ce que ça a coûté au total?
tu as le montant de ta facture. Je ne me souviens plus. En gros, entre tes interventions, ton devis, l'ensemble des IPX, puisqu'il y en avait quand même. On doit être dans les 10 000 € à peu près. Ah oui, on a un prix qui est défiant toute concurrence. Pardon? On a un prix défiant toute concurrence. Oui, on n'est pas. Oui, tout à fait. Oui. Bon. Oui, si tu peux arrêter le partage de ton écran. Arrêter, hop, voilà. Voilà. Albert? Bonjour à tous. Voilà. Bah, écoute, présente-nous l'outsider de Crestron. On avait présenté. Alors, il faudrait que vous me donniez la main pour partager, parce que là, je l'ai pas. Tu as. Si, c'est bon? On te voit. Voilà. Hop, là, on voit pas encore ton écran. Tac. Voilà. Ça va se faire. Ça mouline. C'est partagé là, non? Pas encore? Il y a marqué « Vous partagez votre écran ». Mais je ne sais pas ce qu'il y a sur ton écran. Keynote, présentation, contrôle. Voilà, c'est parfait. Ok, donc bonjour à tous. Donc nous allons présenter la solution Control4. Donc voilà le sommaire de la présentation, l'historique, la solution technique. On va parler des interfaces, du côté multimédia qui est très important sur cette solution. La sécurité, bien sûr, le service et l'expérience utilisateur. On verra un tout petit film, tout petit. Donc, pour la société Control4, elle a été créée en 2003. C'est aujourd'hui une société avec plus de 500 employés à ce jour. Cotation Nasdaq en juillet 2014. Donc, c'est une société très, très, très grosse, on va dire. Siège social en Utah, présence en Chine, en Inde, en Angleterre, en Allemagne, en France, bien entendu. Donc, dans plus de 100 pays, une évolution permanente avec plus de 9000 produits contrôlés, 13 millions d'installations livrées aujourd'hui de contrôleurs, plus de 3 millions de produits Zigbee, puisqu'on utilise beaucoup de Zigbee, vous verrez, et des milliers de licences 4 signes actives, on verra ce que c'est dans la présentation. Distribué en France par le groupe Prestige, voilà, qui se trouve à Pontchâteau, dans le 44, en France. Et on n'est encore pas loin de Nantes. Voilà. Et on n'est encore pas loin de Nantes, effectivement. La solution technique. Alors, Control4 marche par rapport à ce système. Donc, vous avez un Composer Pro, c'est-à-dire une solution soft avec laquelle on va pouvoir programmer. Un directeur, c'est-à-dire on va l'appeler le hub, le directeur. Moi, j'aime pas appeler ça box domotique, je préfère appeler le directeur ou le cerveau. En tout cas, le chef d'orchestre physique, lui, donc c'est un produit physique qui va détenir donc le microprocesseur et toute la programmation et l'intégration du système. Et puis la partie navigation, on va pouvoir naviguer par plusieurs instruments, comme bien entendu un téléphone, un smartphone, une montre, une interface, un ordinateur bien sûr, et un écran aussi. On va prendre l'exemple d'un appartement parisien de 6 pièces. Voilà, c'est un de nos chantiers. Alors désolé, je n'ai pas pu amener de photos parce qu'on n'a pas eu encore les droits. Je n'ai pas pu les obtenir à temps. Alors bon, je vous en parle quand même, bien sûr. Donc mise en œuvre une solution filaire avec KNX, puisqu'on verra qu'on peut moduler le KNX et Control4 avec l'interface Control4. Gérer les lumières, donc là on avait du DALI 2, du 1 volt, du on-off et du LED tunnel white. C'est en fait des bandes OLED où on peut varier le blanc chaud, blanc froid et l'intensité de la lumière. On a des rideaux motorisés, on a bien entendu des scénarios, une gestion de climatisation avec des planchers chauffants, un multi-room audio, là on avait mis du Sonos pour 6 pièces, mais on va voir qu'il y a d'autres solutions. 6 écrans sur lift, les lifts c'est les petits moteurs pour monter et descendre les écrans dans chaque pièce. Une alarme avec détecteur de mouvement, ouverture, détecteur de fumée, fuite d'eau. Interrupteur avec les modules KNX pour le coup, 5 télécommandes Neo et puis un écran mural et une tablette. Donc le concept, comment fonctionne Control4? Chaque client final possède donc un compte. Donc on ouvre un compte au client final qui va utiliser la solution. Chaque compte client est lié à un compte revendeur, donc ce qu'on appelle un dealer,
c'est-à-dire qui est bien entendu certifié et qui a été formé par Contrôle4, et donc qui est maître de la programmation et de l'intégration. Et donc, on ne peut pas accéder, c'est très sécurisé, on ne peut pas accéder et travailler sur le client d'un autre intégrateur, bien entendu, si on ne lui donne pas les autorisations. Donc, tout ça, c'est bien fermé, et bien entendu, c'est pour des questions de cybersécurité, où chaque intégrateur est lié avec son client par le biais de comptes. La solution Contrôle4 est complète. Donc, sur les 4 éléments d'une smart home, donc l'audiovisuel, l'éclairage, le chauffage, toute la partie confort et bien entendu la partie sécurité, avec une interface graphique, on va le voir, très fluide, très ludique, très design, vraiment d'aujourd'hui, qui s'améliore de tout le temps et où il y a à chaque fois des mises à jour sympathique au niveau des designs. Une intégration des appareils préférés des clients, c'est assez important, puisque des fois, en rénovation, par exemple, où on a des clients qui veulent intégrer absolument leur chaîne Hi-Fi ou leur partie audio, etc. Et on va voir qu'on va pouvoir numériser tout ça pour l'implanter dans la solution de l'interface et pouvoir la piloter en local et à distance. La partie service, donc on peut bien entendu piloter en local et à distance. Pour la partie distance, l'application donc est gratuite en local pour l'utilisation locale, mais elle est payante pour l'utilisation à distance, puisqu'elle passe par le cloud du service de Contrôle4. C'est 90 € par an. Nous, personnellement, on l'inclut directement, puisque quand on vend la solution, on le vend avec notre contrat qui s'appelle Accompagnement Évolution Smart. Et donc, ce contrat inclut, donc il est transparent pour le client final, du coup, et il a tout le service complet, bien entendu, tous les ans avec des visites, etc., enfin, des visites de contrôle, des améliorations, de l'accompagnement. Comme le nom l'indique, hein, c'est le nom de notre contrat qui s'appelle Accompagnement Évolution Smart. 2 séries de produits physiques. Donc là, on va parler des produits physiques. Donc, vous avez la partie, le petit contrôleur qui peut faire une petite solution domotique où il n'y aura pas de multimédia. Donc, c'est uniquement un petit contrôleur où on peut mettre 10 drivers. On va voir ce que c'est un driver. C'est juste pour une pièce, voire 2. Donc, vraiment pour les toutes petites installations, mais sans côté multimédia, soit en filaire, soit directement en Zigbee. Avec le dongle, le protocole Zigbee est inclus à l'intérieur de ce directeur, avec un port éventuellement Z-Wave si vous le souhaitez. Là, il faudra acheter le dongle en plus, mais en tout cas, le Zigbee, lui, il est incorporé à l'intérieur. On est en PoE, donc très facile à installer. On peut mettre aussi des petits interrupteurs radio Zigbee et on fait une installation très rapide. Pour les installations plus importantes, on va mélanger la domotique, le smart home et le multimédia. On passe sur les EA3. Donc là, ce sont des microprocesseurs avec des limites, bien sûr. Alors, vous avez le EA1 avec 10 appareils possibles, le EA3 avec 30 et le EA5 suivant l'installation de ce que vous avez à piloter. Donc, le E1, EA2, 3 et 5, ce sont les flux audio qu'on va pouvoir incorporer directement dans le microprocesseur. Alors, un flux audio, si par exemple on veut faire du multi-room, on va pouvoir avoir trois sources audio différentes dans les pièces qu'on va diffuser, suivant le directeur qu'on va utiliser. Donc, voilà à peu près les prix. Pour le plus cher, 2 815 €. Alors, bien entendu, ce sont les prix publics recommandés sur le site. On peut bien entendu faire une installation en câblage directement par Contrôle4. Donc là, on utilise un câblage de bus type RS485 avec voilà à peu près le type de câblage. Donc on a bien entendu une alimentation bus, les actionneurs et puis les différents actionneurs qu'on peut souhaiter. Voilà à peu près les limites en bus pour la topologie. Il y a plusieurs types de topologies, on ne va pas tous les énumérer, mais la solution peut être bien entendu filaire. Donc, Contrôle4 vend directement l'alimentation bus. Là, on est en 48 volts. Ce sont bien entendu des formats Ride-in
avec une passerelle Ethernet pour remonter tout en IP. Vous avez aussi des modules avec 8 variateurs possibles qui sont assez puissants. On va pouvoir mettre donc 8 sources en variation. Alors, sur ton installation dont tu parlais, tu as choisi de la faire en KNX. Moi, j'ai choisi de la faire en KNX. Hein, on va le voir, ouais. Mais on peut aussi utiliser les modules de contrôle fort directement. Pardon, hop, j'ai sauté un. Et vous avez le module relais où là, on peut faire du on-off, on peut faire tout ce qui est relais, les ouvertures, tout ce qui est contact, volet, rideau, etc. Donc voilà, 640 € pour un module 8 voies. On peut bien entendu utiliser la solution Zigbee, soit directement, donc sans fil avec des boutons Zigbee directement, soit pour faire des compléments d'installation, c'est possible aussi. Voilà un petit peu les limites de Zigbee. Tout le monde, c'est les limites du protocole, hein, donc c'est du nœud à nœud. C'est émetteur devient récepteur, donc c'est du maillage, et on a à peu près 125 participants pour un réseau, à peu près. On utilise en éclairage connecté toutes les technologies de Lutron, KNX, DALI 1, DALI 2, Vantage et Light Touch. Ça, c'est pour la partie éclairage. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup DALI. Donc là, pour l'occurrence, on a utilisé ce système-là, c'est-à-dire que toute l'intégration a été faite entièrement sur ETS, avec une passerelle pour l'éclairage DALI de Control Fort, puisque Control Fort vend aussi la passerelle DALI, qui s'intègre directement en IP sur le contrôleur. Et on a géré tout l'éclairage par des passerelles DALI. Je crois que c'est un accord entre ABB et oui, voilà, ce sont des qui fournissent ces produits-là. Je crois que c'est ABB derrière qui… C'est ABB derrière, exactement. Donc, c'est très fiable. Alors, les drivers. Qu'est-ce qu'un driver par rapport à Control Fort? Donc, vous avez d'un côté un soft, le driver au milieu et le produit. Donc, le produit, ça peut être un actionneur KNX, donc une ligne KNX. Ça peut être une télévision, un lecteur DVD, un lecteur Sonos, ce que vous souhaitez. On appelle ça un driver. Donc, le driver, il va être pris en charge directement par Control Fort. Donc, c'est Control Fort qui fournit les drivers. Comme je vous ai dit au départ, il y en a plus de 9000. Donc, il y a toutes les références, c'est très important. Et une fois que ce driver est mis en place, on peut faire fonctionner et donc l'intégrer dans l'application, dans l'interface et pouvoir faire toutes les manipulations que l'on souhaite, créer des scénarios, des automates. C'est infini, c'est d'une facilité enfantine. Bon, bien sûr, on arrive à gérer ce programme. On va voir tout à l'heure, je vous ai fait une petite photo voilà, de l'intégration. Donc, en fait, c'est très facile. C'est du toucher-glisser. On paramètre. Donc, voilà la copie d'une page de programmation. Donc, vous avez sur la colonne de droite tous les drivers, où là, on recherche par référence. Ça peut être du KNX, ça peut être un bouton, ça peut être… voilà, il y a toutes les marques, toutes les références possibles et inimaginables de tous les devices, que ce soit multimédia, domotique, contrôleur, tout. Vous avez sur la partie gauche toute la partie topologie. Donc là, vous avez les pièces où se trouve, c'est un petit peu comme dans KNX, pour ceux qui connaissent l'intégration KNX, où là, on met pièce par pièce exactement les éléments que vous avez dans chaque pièce. Le bouton, la télévision, tout ce qui, en fait, tous les produits qui sont pièce par pièce, y compris dans le local technique. Et puis, vous avez en bas à gauche, le petit carré en bas à gauche, où là, vous allez glisser. En fait, on va tout glisser sur la fenêtre du milieu. Et c'est là où on va créer, par rapport au driver, l'intégration. Qu'est-ce qu'on veut faire avec tel ou tel produit, le gérer, le scénariser, lui dire à telle heure tu fonctionnes à tel pourcentage, mettre plusieurs mêmes technologies ensemble. À partir du moment où le driver l'accepte et vous le propose, vous pouvez le mettre et toutes les solutions sont là devant vous pour driver par driver. Le logiciel de paramétrage là, que tu montres, il est gratuit ou il faut l'acheter? Alors oui, bien sûr, il est gratuit. Il est gratuit par rapport à… C'est-à-dire à partir du moment où tu as fait la formation, donc tu deviens dealer Control Fort, tu as un identifiant, un code, et là, à ce moment-là,
tu peux télécharger le programme de contrôle fort, le soft de programme qui est devant vous. Et là, grâce à ton identifiant et ton code, tu vas pouvoir faire toutes tes intégrations, créer tes fichiers, et puis soit les upgrader, soit les backuper, soit voilà, faire tout ce que tu veux, fichier par fichier, site par site. À partir du moment où tu es dealer, tu peux soit le mettre dans ton cloud control fort, soit le garder pour toi dans tes fichiers. Il sera tout le temps reconnu. On est dans un environnement Windows, Albert, ou... On est dans un environnement Windows. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème. Même ceux qui ont des Mac, ils mettent des Windows virtuels. Oui, on voit très souvent. Interface. Il nous reste une dizaine. Les interfaces, on a soit des télécommandes. Ça, c'est les anciennes télécommandes, mais qui fonctionnent très bien aussi. On a des téléphones beaucoup plus design. Nous, c'est celle qu'on utilise, c'est la Neo. Voilà la dernière télécommande qui est sortie. Elle est géniale. On peut la mettre dans chaque pièce. Donc là, c'est une philosophie un peu américaine, c'est sûr. C'est pas très vu en France, mais bon, ça commence à bien prendre. Moi, mes clients aiment bien. En fait, on met une télécommande dans chaque pièce. Et grâce à cette télécommande, ils peuvent vraiment gérer l'ensemble de ce qu'ils veulent, de la télévision qui est dans la pièce, du son, donc de l'image, du lighting, du chauffage, des scénarios. En fait, ils retrouvent tout. Ils n'ont pas besoin de sortir leur téléphone et ils retrouvent tout directement sur la télécommande. Ils peuvent, bien entendu, tout est natif Alexa, Google Home. Pas HomeKit, pas pour l'instant, mais voilà, on peut gérer aussi, bien entendu, avec les assistants vocaux. On a des écrans. Alors, ce qui est intéressant pour ceux qui aiment ce style d'installation, c'est qu'il y a des écrans dédiés. Alors, bien entendu, on peut faire monter l'application sur un iPad, mobile ou fixe, ou acheter un écran directement à contrôle fort, soit en mobile, soit en fixe. Et donc, ce sont des écrans dédiés. Ce qui est intéressant, c'est que si, par exemple, on met un système audio-vidéo derrière, un portier vidéo, ou une serrure connectée ou autre, on va pouvoir directement le mettre sur le même écran. Et donc faire remonter tout sur le même écran pour piloter la maison. Généralement, moi, je propose de le mettre dans mes études, dans la partie cuisine, puisque c'est un peu le lieu de vie où voilà, on peut faire plein de choses et piloter. Il est bien entendu en PoE, il a une très bonne définition et il est très élément. Il est très facile à poser, il se met bien au niveau design, au niveau de l'encastrement, c'est vraiment très, très propre. Le côté multimédia, donc là, c'est très intéressant par rapport à contrôle fort, puisqu'on peut directement, alors soit on peut prendre des systèmes Sonos, Yamaha ou autres, mais on peut aussi créer son système multi-room directement en achetant des petites triadoines. Avec ces triadoines, on va pouvoir créer des zones, zone par zone, et puis bien entendu, après les dispatcher et directement remonter sur le directeur, donc sur le A5 ou A3 ou A4, suivant le nombre de... Mettre éventuellement un NAS où vous allez pouvoir mettre dessus toutes vos playlists, etc. Et éventuellement un bloc de puissance pour, si on veut vraiment y mettre une puissance différente pour les grosses pièces ou les gros volumes. Vous avez aussi cette solution, pardon ? Il nous reste 7 minutes. Ah, ok, donc je vais vite. Des solutions déjà toutes faites. Avec, là, par exemple, c'est une possibilité 4 zones, donc tout est inclus à l'intérieur, vous avez juste à encastrer, et donc tout se fait directement. Vous avez bien entendu les matrices audio et les matrices audio-vidéo. Donc là, vous voyez à peu près, vous avez des 8.8 en audio, des 24.24. En audio-vidéo, vous avez des 6.6, des 8.8 ou des 10.10. Donc 10 entrées, 10 sorties, un prix, voilà, 6 400 €, prix public pour une 6.6. Où là, on va pouvoir mixer vraiment l'ensemble des produits audio et vidéo et vraiment dispatcher comme on souhaite sur le site. Vous avez un système qui est inclus dans les directeurs avec, alors bien entendu, si vous avez un système Spotify, Deezer, donc là, il faudra un abonnement. Mais sinon, il y a un driver où vous avez toutes les radios déjà inclus, toutes les radios du monde. La sécurité, donc on peut bien entendu inclure tous les systèmes de sécurité avec les alertes, les caméras, toutes les caméras IP, bien entendu en PO, en Ethernet. Vous avez tous les portiers vidéo qui sont sur le marché avec Lilin, avec des marques que distribue aussi Contrôle Fort. La partie thermostat, où vous avez aussi tous les contrôleurs universels qui sont pluggables sur le système. La partie diagnostic, où on peut tout gérer à distance avec
on peut faire des diagnostics, on peut changer les scénarios, on peut vraiment faire tout à distance. Ça aussi, ce sont des outils qui font partie de ce fameux abonnement qu'on prend avec, chaque année avec le système, mais qui pour nous est natif dans notre contrat d'évolution avec le client. Donc, il faut faire la formation. Donc, voilà, le coût de la formation est de 2 650 €, mais ça inclut du matériel, donc vous repartez. Moi qui ai fait cette formation, on est vraiment très bien accueillis. Franchement, c'est une équipe super sympa. On sort avec une certification, donc contrôle fort. Ça se passe à Pont-Château pendant 4 jours. Et donc, est inclus dans le coût, bien entendu, du matériel. Vous repartez avec du matériel. Et donc, pour vous entraîner et pour faire votre première installation, puisque c'est vraiment le but. L'expérience utilisateur, juste un petit film, je vous le lance. Ouais. Voilà. Donc, il dure vraiment 1 minute. C'est juste pour vous faire voir la fluidité du système. Pour moi, ça a été vraiment ce qui a décidé de travailler avec Contrôle Fort. Moi qui travaille beaucoup avec l'Avdomus. Voilà, donc franchement, là, c'est une fluidité incroyable. Et c'est vraiment très universel. Donc, voilà les critères. Ah, pardon, excusez-moi. Je me remets en plein écran. Voilà les critères. Bon, il y a des vrais, il y a pas mal de vrais. Et alors, il y a un faux, la configuration et la solution nécessitent d'avoir un suivi, une formation, bien sûr. Il faut une formation, comme on l'a vu. L'ajout de nouveaux équipements, ça nécessite l'intégrateur. Mais comme l'intégrateur est complètement lié à son client, donc, ce n'est pas un problème. Hein. Le client, il suffit qu'il nous demande un nouveau scénario et on le fait en 2 minutes chrono. Donc, ne nécessite pas tout l'écran pour l'utilisation. Donc, en local, voilà. Et bien entendu, comme je vous l'ai dit, à distance, ça nécessite. Donc, c'est compatible avec Alexa, Google. Il faut donc un abonnement pour uniquement l'accès à distance. Et donc voilà, tout le reste est vrai. Donc bon, en partie, donc c'est quand même une solution qui rentre bien dans les critères du R2S. La conclusion, système fiable et sécurisé. Albert, c'est quand même une solution fermée, puisque tu le dis, il n'y a pas d'API, quoi. Donc, Alors, il n'y a pas d'API, c'est une solution fermée. Alors, je sais qu'il y a Ronan qui nous écoute, qui est parmi nous, donc il pourra peut-être tout à l'heure en dire plus sur ce sujet. Mais pour moi, c'est une solution qui offre vraiment tout. Je n'ai pas encore pu dire non à un client de ce qu'il voulait. Voilà. Bon, peut-être le prix éventuellement, mais on peut faire aussi des toutes petites solutions à prix très abordable. Après, ça dépend le style de client que vous avez. Donc, c'est un système fiable et sécurisé, puissant, modulable, fiable, et la fluidité de l'application est vraiment bluffante. Beaucoup de drivers et d'interfaces, ludique et facile à utiliser, répond à la plupart des projets. Solution globale incluant le multimédia, ouvert aux principaux protocoles. Design, donc voilà, c'est le côté un peu ouvert. C'est vrai que même aux radios, on sait très bien que voilà, il y a le chip qui arrive et ça va être Zigbee. Donc, franchement, au niveau des protocoles radio, on est vraiment dedans, quoi. Design des produits et du graphisme de l'application. L'application, bon, est payante, mais encore une fois, nous, on l'inclut dans le truc. Donc, vraiment, c'est transparent pour le client. Limité aux drivers existants, mais vraiment très nombreux. Je n'ai pas encore vu de drivers qui n'existent pas. Voilà. Si vous avez des questions. Il est vrai, Albert, que si on veut comparer à Crestron qu'on a présenté la dernière fois, la grande force de Contrôle Fort, c'est le temps de programmation qui est gagné, puisque tous les drivers sont déjà présents, comme tu le disais, et tu n'es pas comme Crestron avec une page blanche. Là, tu vas chercher ton produit, tu l'intègres dedans, les boutons sont déjà tous faits et tu n'as rien à dessiner. C'est-à-dire que ça peut aller très, très vite. L'inconvénient, effectivement, c'est quand le driver n'existe pas, tu ne peux pas le faire toi-même, ou quand ton client trouve que le driver n'est pas joli, tu ne peux pas le modifier à loisir, puisque la force du système Contrôle Fort, c'est d'être très facile à mettre en œuvre. Donc, tu es un petit peu plus limité, mais comme tu le dis toi-même, c'est très rare de rencontrer un driver qui… Même sur des anciennes télé ou des anciens lecteurs DVD ou des gens qui ont investi sur des anciens produits, on peut les numériser. C'est quand même sympa. C'est pour ça, d'ailleurs,
a sorti ce qu'on évoquait la dernière fois, le Crestron Home, qui est un petit peu le concurrent de Control4, où ils ont copié ce que Control4 avait de facilité d'utilisation. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que Control4, pour un intégrateur domotique qui ne veut pas mettre trop la main dans le cambouis, tu l'as fait la formation, tu es ressorti, tu étais autonome. Voilà. Alors derrière, il y a une équipe qui est vraiment très, très sympa. Vous pouvez les avoir au téléphone, ils vous supportent techniquement, ils sont assez performants. Une équipe commerciale très sympa, dont Ronan qui nous écoute. Ils sont là, ils sont présents, ils répondent, ils accompagnent. S'il y a des rendez-vous clients à faire, ils accompagnent. Ils sont vraiment très souples. Voilà. Ce n'est pas la grosse société où ils ne sont pas joignables. J'ai une ou deux questions posées par les uns et les autres. Pendant le Covid, comment Prestige fait ses formations? Ils sont interrompus? À distance, non, ils font une partie, ils font des formations à distance, mais au niveau de la formation, il n'y a pas de restriction. Aujourd'hui, on peut faire des formations jusqu'à 12 personnes, moi-même qui donne les cours à l'université de Créteil, tout ça, toutes ces parties formation, elles sont encore maintenues. D'accord. Albert, Albert, Ronan à l'appareil de bonjour Ronan. Bonjour à tous. Je me permets juste d'intervenir sur les formations. Malheureusement, actuellement, notre endroit et la salle en fait, ne nous permettent pas de faire les formations comme on le fait d'habitude en présentiel, simplement parce qu'avec les hôtels et les restaurants, on a du mal à accueillir le groupe comme on a l'habitude de le faire. Donc, pour l'instant, malheureusement, les formations sont un petit peu en pause. Mais on espère pouvoir les reprendre très rapidement. Moi, je pensais qu'Anthony cuisinait très bien. Oui, c'est ça. Mais, en tout cas, on est super bien accueillis. On essaye de vraiment bien vous accueillir et du coup, avec cette situation, c'est vrai qu'on a mis en suspens les formations Control4 que l'on fait, les formations Neutron aussi et des formations réseau, mais on espère bientôt pouvoir les reprendre. Je voulais juste dire une chose sur l'application, Albert, quand tu remontais. Les applications sur les smartphones et les tablettes sont gratuites. C'est juste, le forfait de l'accès à distance. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce qui a été. J'ai dit, Voilà. Après, il n'y a pas possibilité de faire des formations en ligne on essaye de mettre des webinaires, des tutos et des webinaires en ligne. Il y a Frédéric là, on en a programmé là, début février. On a communiqué dessus avec notre newsletter. Maintenant, moi, je peux vous donner mes coordonnées dans les notes, il me semble. Si vous voulez me contacter pour me demander les prochaines, ou si vous n'êtes pas abonné à notre newsletter, pour avoir les prochaines formations, je peux vous donner mon adresse mail et vous pouvez m'envoyer votre demande. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez un driver pour Nico? C'est une question qu'on nous pose. Je sais c'est une bonne question. Il y a des installations Nico. Je crois que le système est fermé. Non, il est fermé, Nico. Ouais. On n'a malheureusement pas de driver à ce jour pour Nico, non. Je sais que Crestron n'en a pas, donc je pense que Control4. Non, Nico, il reste chez eux. Si demain, tu as un nouveau produit pour lequel il n'y a pas de driver, est-ce que tu peux créer toi-même ton driver ou il faut faire une demande à Control4 qu'ils créent eux-mêmes le driver? Alors, il y a différentes solutions. On peut bien sûr créer des drivers puisqu'il y a toute une flopée, je dirais, de développeurs qui travaillent autour de Control4 et qui développent des drivers plus ou moins importants. Il y a des personnes qui, je pense à Showmain, c'est un driver qui fait du Control4, mais pas que. Il travaille sur pas mal de drivers sur d'autres plateformes aussi. Et il y a beaucoup de drivers qui sont disponibles en fait. Qui permettent de rentrer dans le système pour écrire ses propres drivers. Tout à fait, oui. Ils ont un logiciel qui s'appelle DriverWorks en fait, qui développe en SDK. Et après, c'est des codes. En fait, c'est du code. Il faut une bonne base informatique quand même pour s'y mettre dedans. C'est faisable. Mais c'est faisable, tout à fait. Oui. D'accord. Après, nous, on a des contacts en France, notamment une personne qui travaillait chez nous, qui était au support,
qui maintenant peut développer des drivers à la demande. Donc, bien évidemment, il y a un coût derrière, etc. Mais lui peut développer ce genre de driver selon les applications et les besoins, quoi. Parce que la force de Control Force, c'est d'avoir tous ces templates qui sont déjà faits. Mais imagine, j'ai un client qui a Free et il me demande de supprimer les boutons de couleur qui ne servent à rien, ou il me demande de supprimer des choses. Est-ce qu'on peut modifier les templates ou créer son propre template à la volée, ou est-ce que ce n'est pas possible? Alors, on peut faire des choses, mais c'est encore un petit peu limité. Ils ont fait beaucoup de progrès sur l'aspect de l'interface déjà, parce qu'il était un peu vieillot et il a été modernisé. On peut faire certaines choses, mais c'est quand même limité. Le but pour l'instant de la solution n'est pas encore d'avoir une interface complètement customisée. Ils y viendront peut-être. Ils marchent un petit peu à l'envers de Crestron. En fait, Crestron était complètement customisable et vient un petit peu vers le standard, et Control 4 fait un peu l'inverse. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore développer une interface complètement customisée, en fait. Je vais poser une dernière question, puis après je laisserai tout le monde poser les questions qu'il a envie de poser. Il faut savoir, et tu l'as montré un tout petit peu, Albert, que Control Force, ce n'est pas que des automates, c'est une gamme complète de produits, puisque Control Force a racheté des éditeurs de matrices. C'est Triad. Voilà, fait un petit peu comme Crestron, c'est-à-dire que vous avez dans votre catalogue des centaines, si ce n'est pas des milliers de produits. Vont du haut-parleur au routeur, aux bornes Wi-Fi, etc. Quel est le catalogue aujourd'hui Control Force? C'est quoi? C'est 1000 produits? Je vais répondre si vous voulez. Il y a pas mal de produits. Ce qu'ils font, en fait, ils sont plutôt de l'école à racheter en fait des marques ou des produits qui sont pertinents pour leur solution, plutôt que de réinventer la roue, on va dire. Ils se rapprochent. Mais la fameuse télécommande Neo, c'est une start-up américaine qui avait lancé cette télécommande. Voilà, c'est un Suisse qui avait développé cette télécommande. Donc, ils ont racheté le procédé, enfin la société avec les employés, et cette personne a donc redéveloppé la télécommande avec le cœur de logiciel Control 4. Ils ont fait de même pour Triad, puisqu'ils avaient des solutions d'ampli avant et de matrice audio en interne Control 4, mais le fait de prendre Triad, qui est un expert en enceinte, en ampli, etc., et ben, ils ont ajouté cette expertise à leur arc, on va dire. Ensuite, ils ont aussi fait l'acquisition, enfin, ils travaillent avec 2N, notamment pour les portiers vidéo. Ils avaient essayé de faire leur portier vidéo au début, ça ne fonctionnait pas exactement comme ils le souhaitaient. Donc, ils se sont rapprochés d'une société, ils font des partenariats comme ça. Pour la gestion de lumière, vous avez la même chose que Crestron ou que IPX qu'on a présenté tout à l'heure. Vous avez aussi votre propre solution de lumière, ou il faut faire du KNX ou autre chose? Non. Alors, l'avantage de Control 4, ils ont bien évidemment leur solution en interne. Si on souhaite tout faire en Control 4, on peut le faire. Donc, ils ont une solution d'éclairage avec des claviers, des actionneurs, des modules de puissance, etc. Après, ils sont un petit peu limités en termes de design puisqu'ils n'ont qu'un seul modèle de clavier. Donc, ça plaît ou ça plaît pas. Et puis, il n'est pas très européen. C'est surtout très américain. C'est les boutons que généralement… C'est très américain. Ils vont manquer énormément de design et d'esthétique, en fait, comparé à toute l'offre KNX, par exemple. Mais le gros avantage de Control 4, c'est qu'il n'est absolument pas fermé sur du Control 4. On peut tout à fait l'intégrer avec du KNX, comme Albert l'a dit. On peut très bien avoir la solution de contrôle d'éclairage des ouvrants KNX, y compris du chauffage et clim, et de l'intégrer par contre sur le C4 en superviseur. Avec les scénarios et tout. Voilà, C4 ne sera qu'un superviseur, mais on a tout du KNX derrière, et le client, à la limite, c'est transparent pour lui, on va dire, quoi. Ce qui fait toujours peur sur des solutions un peu comme ça, Crestron, Control Force, c'est américain, on le sait. Comment fonctionne le SAV? Est-ce qu'il faut attendre des mois avant que le produit soit remplacé ou réparé? Ou est-ce qu'il y a une plateforme européenne qui remplace? Comment vous gérez le SAV?
Alors, nous, on a fait comment dire, le pari, je dirais, d'héberger notre support, notre propre support. Donc, on a maintenant 2 personnes, voire 3 personnes, en fait, qui sont… il y a 2 personnes à temps plein et on a deux alternants qui sont avec nous, qui s'occupent du support, en fait, de nos différentes marques. Bon, entre nous, le support Control 4 prend quand même pas mal de temps, puisqu'on répond… comme Albert pourra vous le dire, sur des problèmes de configuration, etc. Donc, ils sont assez disponibles là-dessus en ligne, par téléphone ou directement en prenant la main sur les installations. Et pour toute panne de produit, bien évidemment, on a un système de SAV avec des RMA, numéro de série, on renvoie des produits en échange, en attendant de recevoir les produits défectueux. Et puis nous, après, on gère le support avec ces 4. Donc ça évite aux intégrateurs français de devoir attendre des heures sur des lignes anglaises pour du support, etc. Nous, on traite tout ça pour faciliter justement le support aux clients français. Très bien. Est-ce que j'ai prononcé la plupart des questions qui étaient là? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent même prendre la parole? Il est libre, hein, on est la SBA et en plus, on accueille volontiers dans ces ateliers des gens qui ne sont pas à la SBA. Donc, c'est une ouverture que nous faisons pour que nous soyons le plus nombreux possible et dans le concret. Si certains veulent poser des questions, aussi bien à Philippe concernant IPX tout à l'heure qu'à Albert et Ronan qui représente le distributeur français. Je crois qu'il n'y en a qu'un, vous êtes distributeur exclusif Control Fort, Ronan. Oui, Control 4 fonctionne de cette manière-là. Ils ont un distributeur par pays et le distributeur est responsable donc du stock des produits dans le pays, de la formation des intégrateurs dans le pays et de la distribution, bien évidemment, des produits, quoi. Pour GCE, Philippe confirme que c'est GCE lui-même, le fabricant français, qui distribue ses propres produits en direct par Internet, c'est ça? Oui. En fait, sur GCE, oui, il y a une distribution qui est directe. GCE, c'est un produit qui est peu cher. Donc, en fait, il n'y aura pas de réduction. C'est distribué en ligne. C'est visible de tous. Il y a des clients même qui l'achètent. Donc, en fait, on ne va jamais communiquer sur le produit ou le prix du produit, mais plutôt la prestation pour l'accompagner. Parce qu'en fait, c'est un produit qui s'achète. Il n'y a pas de prix revendeur, il n'y a pas de prix public. En fait, il y a un prix public et le prix intégrateur est très proche du prix public. Et les réductions sont très faibles parce que le patron a décidé de proposer d'entrer son produit à un prix compétitif. Et donc, il ne fait pas x3 pour faire 50% aux intégrateurs. Ça veut dire que ta marge, tu la prends que sur la Il n'y prestation. a quasiment pas de marge sur l'IPX. C'est-à-dire que quand tu achètes sur GCE, tu n'as quasiment pas de marge. Ça couvre à peine le SAV s'il y a un souci. Ce n'est pas là-dessus que tu vas te rémunérer, à la différence d'autres. C'est pour ça que le produit étant peu cher, on compense beaucoup par de l'intégration, de l'installation. Et quand on disait tout à l'heure, tu sais que je t'ai dit 10 000 €, en fait, il y a 200 points vendus à 50 € le point. On arrive à 10 000 €. Mais sauf que sur les 10 000 €, moi, finalement, le point m'aura coûté 8 € en termes de matériel, ce qui me laisse… Et je n'aurais pas acheté moins cher. Hein. Par contre, ça me laisse de la marge pour moi payer mes prestations. C'est un peu l'idée. Hein. Albert, sans nous dévoiler tes remises, en gros, comment ça fonctionne chez Control Fort? C'est un barème. À partir du moment où tu es référencé chez eux, donc tu as une remise, et puis après, c'est une remise qui s'améliore suivant les quantités que tu fais, comme tout, on peut dire, comme tout fournisseur, en fait. Hein. Sans donner tes prix, mais un ordre de grandeur, c'est quoi? Ça démarre à, je dis pas de conneries, Ronan, c'est à 30%, je crois que ça démarre à 30%, et puis ça démarre à 25%, 25, et un intégrateur formé au produit Control 4, il a 35% de remise sur les produits. Sur le prix. Puis après, ça peut aller plus loin. Et après, ça dépend de l'importance du chantier, voilà, c'est comme tout. Est-ce que sur les formations, il y a des formations de niveau 2, par exemple, où il n'y a qu'une seule formation? Il y a l'Advance après. Hein, pas encore, malheureusement. Je crois que Frédéric, il y travaille toujours, mais il parlait de faire une formation niveau 2 pour parler un peu plus de l'intégration justement de produits spécifiques sur la plateforme Control 4.
D'accord. Enfin, déjà, la formation 1, moi je l'ai faite, elle est très, très complète. Elle est très complète. Ouais. Voilà. Les 4 jours, non, c'est combien de temps, Elle Albert? fait pas que la partie intégration, il y a une partie réseau qui est très importante. Il y a une partie multimédia pour un domoticien. Des fois, la partie multimédia, ce n'est pas quelque chose de natif. Donc, voilà, on s'intéresse beaucoup au multimédia, donc c'est sympa. C'est 4 jours. La durée de la formation, tu as dit? 4 jours. 4 jours, oui. Donc, mais bon, c'est sympa. Hein, c'est 4 jours intenses. Il y a beaucoup de choses à voir. Ouais, il y a beaucoup de choses à voir. Oui, mais on repart, on peut faire une installation. Quoi. Mais bon, avec les premières, il faut le support technique un petit peu, c'est normal. Vous avez une solution, Ronan, de switch, de routeur, je crois, de bornes Wi-Fi, c'est ça? Ouais, voilà, c'est avec package, c'est des routeurs, des bornes Wi-Fi, des switches. La marque, c'est quoi? Du management. Ça marche très bien, moi. Franchement, je découvre cette marque. Package. Ouais, package. C'est très simple à mettre en œuvre, en fait. C'est une marque qui a développé… C'est tout le temps natif, c'est du plug and play, hein. Franchement. Voilà, des produits réseau à la portée, on va dire, des plus novices, de manière à se pouvoir gérer des sous-réseaux, etc., assez simplement. Et c'est fiable, c'est très fiable. Et après, on a le support derrière aussi, de toute manière. Donc, Albert en a profité pour sa première installation. Je pense que ça s'est bien passé. Franchement, même pour les accès à distance, c'est vraiment génial. Tu crées un VPN, en fait, bien sûr. Et puis, ça se fait instantanément. Quoi. La liaison à distance est bluffante. Tu peux tout programmer à distance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne sais pas si Alexis, tu avais… Ah bon, te vois, tu es rentré. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou est-ce que tu avais une question par rapport à tout ce qu'on a vu? Non, pas plus. Je pense que voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. On a une quarantaine. C'est l'occasion d'échanger. Mais moi, pas plus que ça. Ok, on a vraiment vu 2 solutions qui étaient presque diamétralement opposées. C'est pas pour les mêmes projets, en fait, tout simplement. Non, il y en a une qui ne fait pas d'audiovisuel, bien sûr. Voilà. Mais qui est intéressant. On n'aurait pas pu mettre du contrôle fort dans la solution de Philippe et Philippe n'aurait pas pu proposer contrôle fort au même client. C'est tout simplement des solutions différentes. On n'était pas dans les mêmes budgets. Ouais. Et pas non plus le même cahier des charges. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas le même cahier des charges complètement. Bon. Je voulais vous dire qu'on a tous hâte de pouvoir se retrouver en présentiel. On avait l'habitude à la XFFD et puis même à la SBA, après la fusion, de se retrouver pour boire un verre, pour discuter pour ceux qui étaient en région parisienne ou même en région, parce qu'on a fait beaucoup de choses en région. Voilà, et on a hâte de serrer la main et de manger un bout de pizza ensemble. Bon, on espère qu'il y a les solutions sanitaires. Tu as déjà un créneau pour le vaccin, Pierre-Nicolas, si tu dis tout ça? Non, je ne suis pas assez vieux. C'est un peu ça. Je ne suis pas assez vieux. Tu n'es pas assez vieux, non? Mais oui, j'ai hâte de le faire. Oui, j'ai hâte de le faire parce que je préfère avoir des effets secondaires indésirables, si jamais il y en avait, que des effets mortels tout de suite. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. S'il n'y a plus d'autres questions.